Bonjour, je m'appelle Camille Dubé. DICAM Média vous présente une première vidéo hors série de l'émission Les Colorés, dans le cadre des ateliers de l'ACETA secteur Laval portant sur le TDAH chez l'adulte. Didier Guérin et moi-même avons fait une présentation le 21 juin 2020 aux membres de cette association. Nous vous souhaitons un bon visionnement. Merci d'être présent à cette première soirée sur le TDAH en Zoom. C'est une première pour nous. Excusez pour les petits pépins techniques qui peuvent arriver dans le courant de la soirée. Ce soir, nous allons parler du trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité chez l'adulte, mais c'est sûr qu'on va toucher à l'enfant et à l'adolescence. Si on y va avec la table des matières. Ce soir, dans la table des matières, on va parler de qu'est-ce qu'un TDAH, on va parler de diagnostic, on va parler aussi des symptômes chez l'adulte. Nous allons parler de l'attention, de l'hyperactivité, de l'impulsion. On va parler des forces du TDAH. On va parler aussi des impacts qu'il y a sur le TDAH. On va parler de médication, des effets secondaires de la médication. On va parler aussi des problèmes associés ou de comorbidité qu'il peut y avoir avec le TDAH. On va parler d'équilibre de vie, ça c'est sûr. Et on va finir ça avec en bref et la bibliographie. Qu'est-ce qu'un TDAH? Le TDAH, c'est un problème qui est neurologique et qui entraîne des difficultés à contrôler les idées. On peut parler d'attention, développement, l'hyperactivité et le comportement au niveau de l'impulsivité. Je disais que c'était souvent transmis génétiquement ou c'est dû à des facteurs externes. Exemple comme un manque d'oxygène à la naissance, une naissance prématurée ou des dommages précoces au cerveau qui peut arriver pendant que la mère est enceinte. Le TDAH se manifeste à l'enfance et perdure à l'âge adulte. C'est pas quelque chose qu'on perd en vieillissant, là, ça reste présent tout le temps. Comme que je disais, c'est présent, mais c'est aussi présent 7 jours sur 7 et 365 jours par année. Un TDAH, ça prend pas de vacances en tant que tel. Ça touche 4% des adultes dans le monde. Mais je vous dirais que le pourcentage serait plus élevé si tout le monde se ferait diagnostiquer parce qu'il y en a beaucoup qui ont un TDAH et qui ne le savent pas et qui ne sont pas diagnostiqués. Peut-être oui. ajouter un élément d'information. On va tantôt parler des symptômes du déficit d'attention chez l'adolescent et chez l'adulte. Ce qu'on constate, c'est que les manifestations, donc les signes, les symptômes évoluent aussi dans le temps, dans le sens que ce qu'on observe chez un tout petit enfant comme manifestation du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, on ne voit pas nécessairement les mêmes choses chez l'adulte. Les signes évoluent aussi dans le temps. C'est ça. En vieillissant, des fois, les symptômes peuvent changer. Oui, c'est ça. Puis peut-être une petite note par rapport garçon-fille. Ce qu'on remarque, souvent, le déficit d'attention chez les filles, on va souvent observer que c'est un déficit d'attention sans hyperactivité. Ce n'est pas une règle, ce n'est pas toujours le cas, mais souvent, les filles, on va observer un déficit d'attention où l'enfant va être plus du style lunatique dans la classe, pas nécessairement agité et hyperactif. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Ils vont souvent passer un peu sous le radar et on va beaucoup s'en apercevoir beaucoup plus tard, des fois au secondaire ou au cégep et même parfois à l'université. Le diagnostic chez le TDAH. Il y a plusieurs facteurs qui aident à déterminer le diagnostic. C'est que les symptômes sont présents depuis l'enfance. On le voit là à très bas âge. La persistance des symptômes
sont présents à l'adolescence et aussi à l'âge adulte. Il a atteint dans plusieurs sphères de la vie, à l'école, le travail, la maison, avec les amis, dans le couple. On voit qu'il y a plusieurs sphères là, qui sont affectées. Et souvent, ça va être une question du médecin. OK, dans quelle sphère que vous avez le plus de difficultés ou que vous vous en rendez compte? Souvent aussi, on peut remarquer qu'il va y avoir une hygiène de vie déficiente. Au niveau de l'alimentation, au niveau du sommeil, au niveau des activités. On va voir qu'il y a différentes... Tu sais, ça fonctionne pas, là. La personne a de la misère à bien s'alimenter, n'a pas un sommeil réparateur, à des activités, mais plus ou moins, ou en a trop, c'est désorganisé dans sa vie. Et au niveau de la santé en général, c'est aussi beaucoup plus difficile. Souvent, on va demander une évaluation qui peut être faite par un psychologue ou un neuropsychologue. Souvent, le médecin va demander ça parce que ça va aider à déterminer clairement si la personne a un diagnostic. Souvent, le diagnostic peut être près de l'anxiété et ou du TDAH. Souvent, ils vont être ambivalents entre les deux. Mais c'est là qu'une bonne évaluation va déterminer qu'est-ce qui appartient à l'anxiété et qu'est-ce qui appartient au TDAH. Et avoir un bon suivi avec son médecin, c'est nécessaire. C'est pour ça qu'une consultation médicale en premier, avec des faits, avec des observations, vous pouvez aller chercher des tests sur Internet qui sont disponibles. Il y a le CADRA qui est disponible, CADDRA. Qui est quand même, qui prend environ 2 heures à compléter, mais qui donne quand même un bon portrait pour le médecin pour la suite des choses. Comme orthophoniste, ça fait partie aussi de mon quotidien de travailler avec des enfants qui ont à la fois des difficultés de langage et des difficultés d'attention. Ce que je tenais à dire par rapport au déficit d'attention chez l'adulte, c'est que souvent, comme parents, on va se mettre à se questionner sur soi-même quand on regarde, on est en processus d'évaluation avec nos propres enfants. Souvent, on va avoir des commentaires de l'école, on va entamer des discussions avec notre médecin, des spécialistes de la rééducation. Et puis, on va entamer un processus d'évaluation pour notre enfant. Puis, en cours de route, on va se dire, mon Dieu, ça me ressemble donc beaucoup, ça. Moi aussi, j'étais comme ça. Finalement, c'est à travers nos enfants qu'on réalise que soi-même, on a aussi des difficultés d'attention, puis que ça a un impact dans comme plusieurs sphères de notre vie. Tantôt, Camille a parlé de l'école, mais au travail, au niveau dans notre relation de couple, le fait d'être un adulte avec déficit d'attention, il va y avoir des répercussions dans l'ensemble de notre fonctionnement. C'est ça. Surprenez-vous pas si les questions se tournent vers vous des fois dans une consultation médicale pour que le médecin, des fois, il dise « OK, et vous, comment ça se passe? » On va parler des symptômes chez l'adulte. Au niveau des symptômes, on va voir des troubles attentionnels, d'où quand je parlais au niveau de l'attention tout à l'heure. On va remarquer une grande agitation motrice. C'est sûr que c'est plus remarqué au niveau des enfants. Ça diminue à l'âge adolescence et ça reste quand même à l'âge adulte, mais ça prend différentes formes. C'est sûr qu'on ne verra pas un adulte courir partout comme un jeune qui a une hyperactivité, mais ça va être différent. Puis ça, on va pouvoir y revenir tout à l'heure. Il y a aussi une organisation qui va être déficitaire. Ça, on va remarquer ça, surtout même au niveau de l'enfant, au niveau de l'adolescent et au niveau adulte, que l'organisation, c'est un gros point qui est très, très, très difficile. On va remarquer aussi la procrastination au niveau soit des travaux, soit des tâches à faire.
C'est toujours remis à plus tard. On va commencer quelque chose, on ne le finira pas, on va recommencer quelque chose, ça va toujours être ça. Au niveau de l'impulsivité, ça, on va le remarquer aussi, au niveau des pensées, au niveau des gestes, au niveau des décisions qu'on va faire. Et l'anxiété, l'anxiété va être aussi présente, mais c'est là qu'il faut faire une bonne évaluation pour déterminer est-ce que c'est de l'anxiété que bon, mon problème principal, c'est-tu de l'anxiété ou c'est un TDAH? Oui, parce que souvent, l'anxiété, on en parle souvent chez l'adulte qui a un déficit de l'attention, c'est souvent une résultante de tout ce qui se passe dans sa vie. Vous savez, les difficultés d'attention chez l'adulte vont l'amener à avoir peut-être des maladresses sociales. Il va être peu à l'écoute des autres, il va manquer des insights, il va peut-être ne pas savoir quand arrêter de parler parce qu'il n'a pas lu son groupe, il n'a pas lu ses interlocuteurs. L'agitation motrice, elle est toujours présente. Hein? C'est des gens qui ont de la difficulté à rester en place, par exemple au travail, qui vont se lever. Hop, je vais aller me chercher un verre d'eau. Hop, je vais aller regarder mes courriels. Hop, je vais aller à la toilette. Hop, je vais regarder si j'ai un message sur mon cellulaire. Hein? Cette agitation motrice qui était, comme le mentionnait tantôt Camille, chez le tout petit, l'enfant TDAH qui court un peu partout, qui grimpe dans les rideaux, qui saute sur les fauteuils. Mais chez l'adulte, c'est différent. C'est une difficulté à rester en place, centré sur une tâche et avoir un besoin de bouger continuellement, d'arrêter son travail et pour aller faire autre chose. L'organisation déficitaire, c'est souvent là que je pense que c'est là que ça fait mal comme adulte, parce que comme adulte, quand tu es aux études, au cégep, à l'université ou dans ta vie professionnelle, tu as besoin d'être organisé. Tu as besoin d'être à ton affaire au niveau de tes rendez-vous, au niveau de tes périodes d'examen, au niveau de tes échéanciers scolaires. Et c'est souvent là que la personne avec un déficit d'attention va se planter, permettez-moi l'expression. Par rapport à la procrastination, comme le mentionnait Camille, ben c'est souvent la difficulté à faire quelque chose va souvent amener la personne avec un déficit d'attention à vouloir rapidement se soulager en allant faire autre chose qui est plus facile ou plus agréable pour lui. L'impulsivité, ben c'est évident que ça aussi, c'est un élément qui est très présent chez l'adulte avec un trouble de l'attention. Attendre dans une ligne à l'épicerie, à la SAQ, surtout dans le COVID, dans le contexte de la pandémie, je vous jure que ce n'est pas quelque chose de facile pour une personne qui a un TDAH. D'être pris dans la circulation, c'est quelque chose qui n'est pas facile, où souvent l'adulte TDAH va montrer des signes d'impulsivité puis va se mettre dans des situations embarrassantes. Donc, on va aller plus en détail tantôt. Je vais te laisser, Camille, poursuivre la présentation en détaillant davantage qu'est-ce que l'attention. Comme disait Didier, au niveau de l'attention, nous retrouvons trois sortes d'attention. Il y a l'attention sélective, qui est d'écouter sans se laisser distraire par son environnement. C'est quelqu'un qui est focus, qui est capable d'être à son affaire malgré le bruit qui peut être autour, le bruit des autos qui passent près de la fenêtre, les personnes qui parlent dans l'autre bureau à côté ou dans une autre pièce. C'est des personnes qui sont plus focus. L'attention soutenue, c'est la capacité de faire une tâche sur une longue période. La personne est capable de faire quelque chose pendant plusieurs heures, tout dépendant de quoi. C'est sûr que
Pour un TDAH, ça, c'est quand même quelque chose qui est difficile de toujours rester sur la même tâche et de persister. Et on a l'attention divisée, c'est ses capacités à faire deux choses en même temps. Pour les hommes, ça peut paraître plus difficile, mais on peut y arriver parfois. Mais pour un TDAH, je vous dirais que pour les trois attentions ici, c'est quelque chose qui est très difficile à soutenir pour quelqu'un qui a un TDAH. Puis je vous dirais aussi, ces trois types d'attention. Chez l'adulte, hein, c'est sûr que sans nier qu'un enfant peut vivre toutes sortes de situations stressantes dans la vie, mais la vie d'adolescent, la vie de jeune adulte et la vie d'adulte, ça l'amène son lot de stress, son lot de responsabilités. La fatigue est souvent présente dans la vie de l'adulte qui travaille 40 heures par semaine, qui a trois enfants, qui a à s'occuper de ses propres parents vieillissants. Donc, d'avoir une vie compliquée, complexe et souvent fatigante va faire en sorte que l'attention va être encore doublement difficile dans des contextes d'attention sélective, d'attention soutenue ou d'attention divisée pour l'adulte qui a un TDAH. C'est exact. Si on y va un petit peu plus dans le détail au niveau de l'attention, l'attention, ça permet de filtrer les informations reçues par nos sens. Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on sent? Qu'est-ce par le toucher? L'attention, ça nous permet de filtrer un peu tout ça à l'aide du cerveau, bien sûr. Mais c'est quelque chose que ça paraît pas, mais il rentre des milliers d'informations en même temps que le cerveau gère assez facilement d'habitude, mais quand on a un déficit d'attention, on peut oublier des informations assez facilement ou on peut dire je ne l'ai pas entendu, je ne l'ai pas vu, ma tête est ailleurs. C'est quelque chose qui peut être plus difficile. On peut dire que le déficit d'attention, c'est le seul symptôme systématique présent chez tous les adultes TDAH, avec ou sans hyperactivité. Puis le TDAH, ça a des implications sur les comportements, les pensées et les émotions. Quelqu'un qui n'est pas attentif, ben, il peut avoir des comportements inadéquats ou il ne fait pas ce qu'on lui demande. Au niveau des pensées, ben, il peut avoir la tête ailleurs puis il n'a pas compris qu'est-ce qu'on lui a dit. Et au niveau des émotions, des fois, c'est plus difficile à gérer aussi. L'impulsivité peut embarquer dans ça, mais c'est là que ça peut devenir beaucoup plus difficile. Oui. Puis moi, je trouve important de mentionner, là, en complément à ce que tu as dit, Camille, c'est que l'enfant qui grandit avec un cerveau qui perçoit les choses de façon différente, qui fonctionne de façon différente en raison de son fonctionnement au plan de l'attention, ça va faire en sorte que l'adulte a été construit d'une certaine façon aussi. Il va avoir une certaine façon de percevoir le monde et une certaine façon de réagir à son environnement. Ce n'est pas nécessairement négatif, ça peut être même, dans certains, vous allez voir, d'être un avantage, mais je vous dirais que toute la construction de la personne, de la personnalité, de sa façon de voir le monde va être influencée par son déficit d'attention. On va parler de l'impulsivité. L'impulsivité, c'est un mode de fonctionnement d'action-réaction. C'est comme un peu un système de feu de circulation où est-ce qu'on a une lumière rouge, jaune et vert. Mais quelqu'un qui est impulsif, la lumière jaune n'existe pas. Il passe du vert au rouge et la petite lumière jaune qui nous permet d'avoir un petit moment pour penser à notre affaire avant de réagir, bien souvent chez le TDAH, il ne l'a pas.
Et c'est là que des fois, ça peut avoir des conséquences, tout dépendamment de la situation. Mais c'est ça qu'on essaye beaucoup de travailler avec quelqu'un avec un TDAH, de faire allumer la petite lumière jaune dans certaines situations où est-ce que ça peut devenir plus compliqué. Et c'est ça qui fait en sorte de faire prendre des mauvaises décisions, comme quitter un travail prématurément, de faire des achats inutiles, de dire des choses qu'on ne veut pas, qu'on ne pense pas vraiment. Puis ça se répercute au niveau du travail, au niveau des relations interpersonnelles, au niveau des relations intimes avec le conjoint ou la conjointe. Et c'est là que la médication aussi peut venir aider au niveau de l'impulsivité à faire en sorte que la petite lumière jaune allume pour permettre d'avoir un petit temps d'arrêt pour permettre, OK, il faut que je pense à mon affaire avant de réagir. Puis, dans le fond, l'impulsivité, je pense que c'est un des éléments les plus, je pense que comment je dirais, le temps, c'est un des éléments les plus irritants pour la personne adulte qui a un déficit d'attention, même pour l'adolescence, dans le sens que l'impulsivité, c'est une réponse à quelque chose qui va lui paraître long et interminable. Puis, c'est une réaction quasiment d'autodéfense à une situation. Puis, je vous dirais que l'impulsivité, je vais vous donner un exemple pour expliquer ce que je raconte. Vous savez, souvent, l'adulte ou l'adolescent TDAH va avoir de la difficulté à écouter les autres dans une conversation ou en contexte de groupe, c'est celui qui va prendre le plancher, qui va toujours couper la parole aux autres ou qui va poser des millions de questions. L'attente, elle est longue. Puis sa réponse, c'est l'impulsivité, c'est la réaction immédiate à un moment de longueur. L'impulsivité chez l'adulte va aussi se retrouver plus que chez l'adolescent. On va voir, c'est des adultes qui sont souvent soupes au lait, qui se fâchent à rien, qui explosent pour un rien, qui s'impatientent pour un rien. Et c'est souvent relié à cette composante d'impulsivité. Surtout quand il fait chaud. Au niveau de l'hyperactivité, ça se traduit souvent par une pensée trop active. Souvent, on va dire que la personne a les idées roulent à 100 000 à l'heure dans sa tête, ça va trop vite. On dit que l'hyperactivité, c'est un moteur puissant qui est difficile à arrêter. Un coup que c'est parti, c'est rare que ça peut arrêter, là. Ça les pousse à ne pas écouter les autres, d'avoir trop d'idées dans leur tête en même temps et à ne pas finir ce qu'ils commencent. Et ça, c'est souvent un gros problème. Mais c'est pas à cause qu'on aime bouger qu'on est hyperactif aussi, là. Il y en a qui aiment ça bouger, qui en ont besoin. Ils aiment ça faire du sport, ils n'aiment pas ça rester assis trop longtemps, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont hyperactifs. Le besoin de bouger est aussi présent chez certaines personnes et cela se traduit par une impossibilité à rester longtemps assis ou debout au même endroit. Souvent, des longues réunions dans le milieu du travail, quand ça dure plus que 20 minutes, là, on peut commencer à percevoir des signes, la jambe qui va shaker un peu, ils vont commencer à jouer avec leur crayon, ils vont taper sur la table un peu, ils vont bouger sur leur chaise. C'est là qu'on remarque beaucoup de petits symptômes pour l'avoir vécu personnellement là, dans mon ancien milieu de travail. Ça paraissait quand les réunions étaient trop grandes et on voyait les symptômes qui ressortaient beaucoup. Ou souvent aussi, il y a une crainte du vide et de l'ennui chez les personnes ayant un TDAH. De rester à rien faire, de trouver ça plate pour eux, c'est très difficile. Ils ont besoin de bouger, ils ont besoin de faire quelque chose, d'avoir une activité, d'avoir des idées. Et de se retrouver devant rien, pour eux, c'est vraiment une source d'anxiété et c'est plus difficile.
Je dirais, pour ceux qui connaissent un peu le déficit d'attention chez les enfants, hein, souvent l'hyperactivité, l'image qu'on a, c'est un enfant qui bouge continuellement, qui tombe de sa chaise, qui grimpe sur le fauteuil, qui, qui est brusque, bruyant dans la maison, qui déplace de l'air. Euh, L'hyperactivité chez l'adulte va être un petit peu différent. Comme je disais tantôt, les manifestations de l'hyperactivité évoluent dans le temps. Puis, souvent, cette hyperactivité-là, au lieu d'être motrice, elle devient souvent plus Cérébral. mentale. Ouais. Hein? C'est la personne qui brasse continuellement des projets, des idées dans sa tête, qui est toujours une longueur d'avance sur les autres. On parlait tantôt, là, Camille, de pensée trop active. C'est souvent là, l'hyperactivité, là, elle devient mentale souvent. Sans dire qu'elle ne devient pas, qu'elle ne reste pas motrice, mais cette hyperactivité peut être mentale, mais aussi verbale. C'est des gens, des vrais moulins à parole qui parlent à 200 à l'heure continuellement, qui ne laissent jamais de place aux autres dans une conversation. Cette hyperactivité, elle est différente, mais elle est toujours présente chez l'adulte. On va parler des forces parce que c'est positif aussi, un TDAH. Il ne faut pas oublier ça. Ce sont des personnes qui ont une très grande créativité dans le domaine des arts, au niveau d'ingénierie aussi. Il y a des problèmes qui arrivent, ils ont souvent des solutions. C'est des personnes qui sont très créatives, qui sont très spontanées aussi, là. Souvent, comme que je vous disais, c'est la lumière rouge et la lumière verte. Ça, sont très spontanés aussi dans ce sens-là. Et parfois, c'est positif d'être spontané, là. Et c'est des personnes qui sont très enthousiastes, qui sont toujours go, 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 OK, on essaye ça, OK, on fait ça. Ils ont un effet d'entraînement aussi qui est très positif, là. Ils se gêneront pas pour OK, let's go, on fait ça, OK, on avance. Ils vont beaucoup être en avant-plan, là. Oui, puis c'est vrai que, comme quand je le mentionnais plus tôt, la personne adulte et voire même l'adolescent a été construit de façon différente des autres enfants. Puis, il a dû s'adapter à toutes ses difficultés d'attention, à son impulsivité, à sa difficulté à respecter les règles sociales, à respecter les règles de fonctionnement, ne serait-ce qu'à l'école ou au travail. L'adulte qui a un TDAH n'a pas le choix de penser en dehors de la boîte s'il veut bien fonctionner dans la société. Il n'a pas le choix. Les règles, pour lui, c'est des longueurs, c'est contraignant, ça va à l'encontre de comment son cerveau est construit. À ce moment-là, il n'a pas le choix, comme je le disais tantôt, de penser en dehors de la boîte, sortir des sentiers battus s'il veut accomplir de grandes choses dans la vie ou d'avoir une vie d'adulte qui va le satisfaire. À ce moment-là, ça l'oblige, s'il doit fonctionner en dehors des règles normales, entre guillemets, là, les règles normales de fonctionnement au travail ou au collège ou à l'université, il n'y a pas le choix d'être créatif, d'être débrouillard pour s'en sortir et aller plus loin que les autres, d'être capable de s'actualiser comme adulte. Ils ont souvent une grande capacité d'adaptation. C'est ça. Quand je parlais de curiosité, on va parler d'ingéniosité. Ce sont des personnes qui ont beaucoup d'idées, qui peuvent sortir de l'ordinaire, mais
qui font en sorte que des fois, ça va faire avancer les choses. Comme Didier disait, ils vont prendre des chemins différents que la plupart du monde vont prendre d'habitude. Ce sont des personnes qui sont très énergiques, qui ont beaucoup d'entrain, qui veulent que ça avance, c'est pour eux autres une journée de travail de 8 heures, c'est une courte journée. Et ce sont des personnes qui sont très enjouées et qui sont capables aussi de le transmettre aux autres. Souvent, l'aspect d'hyperactivité, c'est souvent, en tout cas surtout dans le contexte scolaire, perçu comme quelque chose de négatif, hein, quelque chose qui dérange. C'est comme si cette énergie-là se transforme avec le temps. Alors, dans le sport, l'impulsivité, c'est pas quelque chose de négatif, c'est plutôt vu comme un atout, ça donne des réflexes incroyables et ça permet un niveau de performance qui est au-dessus de la moyenne. Donc, on peut voir qu'il n'y a pas juste du négatif, là. Parce que même au niveau du travail, dans des équipes, d'avoir un chargé de projet ou un chef d'équipe qui a un TDAH, ça fait avancer les choses et ça a une énergie qui est contagieuse aussi. Si c'est bien contrôlé, si c'est bien structuré, c'est positif dans l'ensemble et ça fait en sorte que les projets vont avancer et qu'ils vont être menés à terme. C'est ça qui est intéressant aussi. Ouais. Malheureusement, il y a aussi des impacts au niveau du TDAH. On va le retrouver souvent au niveau familial. Souvent, c'est le conjoint ou la conjointe qui va compenser pour certains manques que la personne peut avoir. Exemple, au niveau des finances, des choses comme ça. Mais souvent, ça prend une bonne équipe au niveau familial pour que ça fonctionne bien. Au niveau professionnel, c'est aussi la même chose. On peut se poser la question, est-ce que je dois dire à mon employeur ou à mon équipe que j'ai un TDAH? Tout dépendant du milieu, tout dépendant du travail qu'on a à faire. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est vraiment chaque cas est particulier. Moi, pour avoir travaillé dans mon ancien travail où est-ce que la moitié de mon équipe avait un TDAH, mais c'était connu. Alors, on pouvait des fois comprendre certaines difficultés qu'il pouvait avoir dans certaines situations. Mais peut-être, tantôt, peut-être revenir sur des éléments que tu as parlé, Camille. Je pense qu'au niveau familial, ça peut être éprouvant pour le conjoint ou la conjointe là, de vivre avec l'impact du déficit d'attention dans le fonctionnement de la famille. Vous savez, c'est pas rare qu'un papa ou une maman qui a un déficit d'attention va oublier un rendez-vous chez le médecin, va oublier de payer des comptes, va commencer toutes sortes de projets dans la maison, des projets de rénovation du sous-sol, un cabanon dans la cour, peinturer la clôture. Donc, commence plein de projets en même temps, mais finit jamais rien. Donc, ça demande vraiment un conjoint ou une conjointe qui est attentif à ça. Pardon? Attentif et conciliant à ça. Oui, conciliant, puis qui, à un moment donné, va accepter peut-être de jouer ce rôle d'organisateur de la famille, qui va penser au voyage, qui va penser aux finances, qui va prendre ça en main parce que ça peut avoir un impact négatif sur le couple. C'est la même chose au plan professionnel. On parlait des avantages tantôt, mais il faut trouver comme dans le travail en équipe, des fois, quelqu'un qui va nous aider à nous organiser, qui va nous ralentir dans ce débordement d'énergie et d'enthousiasme et pour nous ramener, non, regarde là, regarde, on a ça à faire, là, on va finir ça d'abord. Là, tu vas trop vite, Didier. Regarde, reviens, là, on va régler ça d'abord. Puis au niveau interpersonnel, on parlait tantôt
tu sais, des fois l'aspect d'impulsivité, puis des fois de prendre souvent la parole en groupe, de laisser peu de place aux autres pour l'écoute des autres. Donc, des fois, ça peut avoir un impact sur la vie d'équipe au travail. Et si on poursuit au niveau de l'anxiété, ben tous ces impacts-là, ça l'emmène de l'anxiété parce que si la personne a besoin du conjoint ou de la conjointe, si au travail, ça lui donne une pression supplémentaire, puis avec les amis, c'est moins évident. Autant chez le jeune, l'ado ou l'adulte, l'anxiété va prendre un peu le dessus et ça va avoir un impact, mais cet impact-là est dû au TDAH. C'est là qu'il faut faire la différence entre l'anxiété qui est plus l'anxiété et l'anxiété qui va avoir un impact qui est dû au TDAH. Oui, puis en fait, tu dis dû au TDAH, mais c'est beaucoup dû aux répercussions du TDAH sur la vie en général. Par exemple, d'avoir des dettes parce que je n'arrive pas à penser à payer mes comptes chaque mois, de faire des dépenses impulsives, d'être en retard dans mon travail au bureau, d'oublier des rendez-vous importants. Tous ces éléments-là finissent par ronger la personne parce qu'elle se sent inapte socialement, inapte professionnellement et aussi inapte comme père ou mère de famille ou comme conjoint ou conjointe. D'autres impacts aussi au niveau organisationnel. Ça, je pense qu'on en a parlé souvent qu'au niveau de l'organisation, c'est très difficile d'avoir une organisation adéquate. On voit qu'il y a plusieurs facteurs qui sont plus difficiles à être organisés dans les différentes sphères de sa vie. Tout ça, ça a un impact aussi sur son estime de soi. Imaginez un enfant qui a des difficultés d'attention à l'école, puis on rajoute des difficultés d'apprentissage, des difficultés au niveau des relations interpersonnelles avec ses amis. Ça fait en sorte que l'estime de soi peut être affectée et ça peut suivre au niveau de l'adolescence, ça peut suivre au niveau de l'âge adulte aussi. Au niveau scolaire, c'est un peu comme je disais, si la personne, OK, il est plus ou moins attentif, il comprend moins bien les consignes, on rajoute là-dessus d'autres des difficultés d'apprentissage, ça fait en sorte que le scolaire, ça peut être une période de vie qui est plus difficile. Là, puis on va le remarquer un petit peu plus au niveau de l'organisation, au niveau autonomie rendue au niveau cégep et à l'université, où est-ce que la personne est laissée un petit peu plus à elle-même au niveau de l'organisation. Mais je vous dirais qu'au cégep et à l'université, il y a beaucoup de services qui sont offerts aux personnes ayant un TDAH. La seule chose, c'est que la personne doit aller vers les services, contrairement aux primaires et aux secondaires, où est-ce que c'est les services qui vont vers le jeune. Rendu au cégep et à l'université, c'est le jeune qui doit aller vers les services. Ça s'appelle souvent les services aux étudiants. Et là, ils peuvent avoir des éducateurs, des psychoéducateurs, des orthopédagogues, des psychologues. Ils ont de l'adaptation qu'ils peuvent avoir. Et c'est très bien, là, pour avoir connu quelques cégeps, c'est très bien fourni comme aide qu'ils peuvent recevoir au niveau scolaire. Je vais juste amener un élément par rapport au point sur l'organisation. C'est vrai qu'effectivement, c'est un problème sérieux chez l'adulte qui a un déficit de l'attention. Beaucoup en lien avec son impulsivité et ses difficultés d'attention. Mais je vous dirais, c'est peut-être l'élément le plus important dans la recherche de pistes de solutions. Parce que une personne qui a un déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, si elle parvient à développer des bons moyens de s'organiser, tant dans sa vie personnelle que familiale, dans sa vie professionnelle et dans la gestion de ses finances, à ce moment-là, on a un impact direct sur l'estime de soi et dans le contrôle de l'anxiété. On va parler de la médication. Je sais que c'est quand même un gros sujet, la médication.
Je vous dirais que la médication, c'est différent pour chacun. C'est pas à cause que quelqu'un prend un tel type de médication que ça va faire pour le voisin aussi. C'est tout dépendant des molécules. Je vous dirais que ça peut prendre quelques essais avant de trouver la bonne molécule. Souvent, la médication va commencer par le Ritalin que pas mal tout le monde connaît. Mais par la suite, on peut arriver avec différentes molécules là, qui sont disponibles sur le marché. Et c'est pour ça que le médecin, c'est important d'avoir un bon suivi avec son médecin. Il y a deux sortes de médicaments. Il y a des médicaments de longue durée qui vont faire effet pendant environ 12 heures. Et il y a la médication de courte durée où on doit la prendre le matin, le midi et parfois avant le souper pour tout dépendant de qu'est-ce qu'on a à faire. Mais je vous dirais que celle de longue durée, elle a un effet de 12 heures, mais rendu vers la 10e heure, là, ça commence à baisser beaucoup. Et souvent, dans le milieu scolaire, souvent, le jeune va arriver le soir à la maison et il va prendre une médication de courte durée pour pouvoir poursuivre. Sinon, c'est trop difficile pour faire les devoirs et les leçons. Il y a deux catégories de médication. Il y a la médication qui est la psychostimulant, le Ritalin, il y en a plein d'autres, là, j'ai un petit blanc de mémoire. Et il y a les non-psychostimulants, qui est le Strattera et d'autres sortes aussi. Et ça, c'est tout dépendant de la réaction de chaque personne. Le médecin va s'orienter d'un côté ou de l'autre, mais ça dépend de chaque personne et de la réaction de chaque personne par rapport à la médication. Ce qui est important, c'est de prendre la médication de façon régulière. Je vous dirais que pour les jeunes, des fois, le médecin va recommander de ne pas donner de médication durant l'été, à l'absence de l'école, car ça peut avoir un effet sur son développement au niveau physique. Ça peut ralentir. Et mais après ça, on continue à la prendre, comme je disais au tout début, c'est présent 7 jours sur 7 à l'année. Il y en a que des fois, les fins de semaine, ils n'en prendront pas parce qu'ils n'en ont pas de besoin. C'est pas quelque chose que je vous dirais qui est absolument nécessaire. Comme je vous dis, c'est libre à chacun, mais ça va dépendre beaucoup de l'hygiène de vie que vous avez. À elle seule, la médication, ça ne fait pas de miracle, ça ne règle pas tout. Il faut regarder différentes stratégies pour s'aider dans son quotidien. Si on est habitué à manger plein de sucre, c'est sûr qu'on risque d'être beaucoup plus hyperactif. Autant quand on est jeune, d'avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, ça va faire toute la différence et ça va peut-être bien faire en sorte que la médication va être moins forte ou plus ou moins nécessaire dans certaines situations. Et puis la médication, si tu me permets, moi souvent l'image que j'utilise pour parler du rôle de la médication chez le TDAH ou TDA, souvent je vais parler aux parents de la situation de la personne diabétique qui a besoin d'injection d'insuline ou d'un médicament pour, si on veut, compenser à un fonctionnement qui n'est pas optimal au niveau du corps. C'est-à-dire que le corps de la personne ne sécrète pas ou n'arrive pas à métaboliser le sucre. Donc, on va compenser par l'ajout d'une médication qui va venir comme compenser la même chose. Au niveau du TDA et TDAH, c'est que la médication vient comme compenser le rôle ou une fonctionnalité qui est déficiente au niveau du cerveau, au niveau de la production de neurotransmetteurs qui permet un niveau de vigilance élevé et qui permet un niveau d'attention qui va être soutenu. Au niveau des effets secondaires pour la médication, on va retrouver les plus connus qui sont la perte d'appétit et les difficultés de sommeil. Mais aussi, il ne faut pas oublier qu'un TDAH, ça tourne beaucoup dans sa tête et parfois, ça ne dort pas beaucoup non plus.
et on ne peut pas toujours relier ça à la médication. D'autres symptômes qu'on peut remarquer, la bouche sèche, la nausée, les palpitations cardiaques, une humeur variable, la fébrilité, des fois des absences. Mais ça aussi, ça peut être relié au dosage de la médication. Quelqu'un qui a une dose trop forte va devenir hyper-focus et c'est pas bon là parce qu'il est trop focus, il est comme perdu, il est comme pas là. Des fois, ça peut devenir aussi des palpitations cardiaques. C'est pour ça que d'avoir un bon suivi avec le médecin, comme je ne le dirai jamais assez, mais c'est nécessaire. Vous savez, les effets secondaires, là, ils existent avec tous les médicaments qui sont sur le marché, que ce soit pour les troubles de santé mentale, que ce soit pour, comme j'ai parlé du diabète tantôt, ou pour des problèmes de glandes. Tous les médicaments sur le marché ont des effets secondaires. C'est la première chose que votre pharmacien va discuter avec vous lorsque vous allez commencer un nouveau médicament. Donc, les effets secondaires d'une médication pour le trouble de l'attention, ce n'est pas propre au trouble de l'attention, mais c'est vrai pour tous les médicaments. Donc, il faut faire attention avec ça, de dire, les médicaments pour le déficit d'attention, c'est quelque chose de pas très recommandé parce qu'il y a trop d'effets secondaires. Mais, comme je On l'ai en dit, retrouve partout des effets il y en secondaires. a partout, puis des fois, je vous dirais, il n'y en a pas d'effets secondaires. Puis plus que ça va, plus que les nouvelles molécules ils ont de moins en moins d'effets secondaires aussi. C'est ça. Puis, mais dans le fond, il faut trouver le bon médicament. C'est la même chose pour le diabète, là. C'est la même chose pour les problèmes de glandes thyroïdes, par exemple. Il faut trouver le bon médicament. Une fois qu'on l'a trouvé, ben, les effets secondaires sont souvent inexistants. On peut aussi parler des troubles associés aussi. On peut parler de comorbidité. Des fois, il va y avoir les troubles de l'humeur qui vont être présents. Il y a des troubles anxieux, autres troubles psychiatriques. Il peut y avoir aussi des troubles d'apprentissage et des troubles de langage, mais il y a encore, des fois, c'est juste le TDAH qui est là. Au niveau de l'équilibre de vie dont je parlais un petit peu auparavant, d'avoir une bonne alimentation, de diminuer le sucre, de regarder qu'est-ce qu'on mange, ça fait aussi une différence. D'avoir une bonne qualité de sommeil, même si les personnes ayant un TDAH ne sont pas des gros dormeurs, mais il faut quand même avoir une bonne qualité de sommeil. L'activité physique, je pense que c'est un des points les plus importants. C'est des personnes qui ont besoin de bouger, qui ont besoin de vider le trop-plein d'énergie et ça les aide aussi par la suite à avoir une meilleure concentration. Moi, je pense que dans la vie d'une personne, et particulièrement, je pense aux enfants, adolescents, puis même adultes, on parle d'équilibre de vie, d'avoir des lieux, des moments dans notre vie où être TDA ou TDAH, c'est une qualité. C'est vraiment important, ça. Donc, l'activité physique, c'est un endroit favorable au développement de l'estime de soi. Puis pour l'adulte, ben, je pense que l'activité physique, on n'a pas besoin d'en parler longtemps. On connaît le lien entre activité physique et santé mentale. C'est peut-être une des meilleures façons de réduire le stress et l'anxiété. Il n'y a rien de mieux qu'une marche pour remplacer une pilule. C'est ça. Et aussi, c'est d'abord remplacer, mais d'être complément. C'est ça. Aussi. C'est important aussi d'avoir du temps pour soi, que ce soit pour faire de la méditation, une activité qu'on aime, qu'on puisse un peu se défouler puis penser à soi aussi. J'ai une maman qui demande, qui dit d'abord merci. Elle se demande pour un adolescent qui a de la difficulté à se concentrer sur son travail, quelle stratégie serait à essayer? Par exemple, est-ce que c'est une routine claire, des tâches segmentées, un endroit calme
des pauses prévues, des coquilles pour couper du bruit ou des outils sensoriels. D'après toi, Camille. Moi, voudrais commencer à répondre ou tu veux que je commence? Ben, c'est sûr que on peut utiliser différentes stratégies pour l'adolescent, tout dépendant dans quel milieu, ce qui peut l'aider au niveau des études et tout ça, même au niveau du travail. Il y a des adaptations qui peuvent être faites, là. Et c'est là qu'il est important de... Tu sais, chaque cas est différent. Moi, quand j'allais à domicile, c'est sûr que je pouvais regarder, OK, c'était quoi l'environnement de travail, c'est quoi les lieux physiques, est-ce que les murs étaient trop chargés, est-ce que le bureau était placé sur le bord d'une fenêtre. Tout ça fait en sorte que on doit un peu analyser c'est quoi un peu qui peut déranger le jeune et quelles sont les stratégies qu'on peut utiliser pour l'aider à mieux se concentrer. Même dans un milieu de travail pour adultes aussi, là, ça prend une évaluation, une observation, puis de voir comment on peut corriger aussi la situation. L'aspect de l'attention, de la vigilance, il faut trouver des façons d'empêcher le cerveau de s'endormir. Ça, il y a plusieurs choses qu'on peut mettre en place. Puis souvent, ce qu'on parle, l'image que j'ai, moi, c'est l'hiver, disons qu'il fait moins 35 dehors, on sait tous que à moins 35, moins 40, un petit lac va geler. Il va geler, il va avoir une belle croûte glacée versus un ruisseau où l'eau coule continuellement et même s'il fait moins 35, moins 40, l'eau va continuer à s'écouler. Ben, c'est la même chose pour l'adolescent ou l'adulte qui a quelque chose de difficile à accomplir comme travail, que ce soit de l'étude, un rapport à rédiger, un travail à remettre pour la fin de la session. Je pense comment on peut simuler le mouvement pour briser cette monotonie pour empêcher le cerveau de s'endormir. Ben, de un, c'est de varier les lieux d'études. Je vais étudier des fois dans le salon, une fois sur la table de la cuisine, une fois au sous-sol, une fois dans ma chambre, une fois sur la chaise longue dehors. Je vais me promener d'un endroit à l'autre, ça ne sera jamais pareil. Donc, en variant mes lieux d'études, ben, à quelque part, ça répond à mon besoin de bouger, à mon besoin de changement continuel. Je me rappelle à l'université, moi, j'allais étudier, je pense que j'ai étudié dans chacune des bibliothèques du campus de l'Université de Montréal. Je les ai toutes faites. J'ai fait tous les coins inimaginables de chacune des bibliothèques. J'ai exploré tous les petits raccoins de chacune des bibliothèques. Pourquoi? Parce que ça me permettait de ne pas m'endormir. J'avais quelque chose qui était nouveau, qui me stimulait autour de moi, qui me gardait éveillé et concentré sur mes études. L'autre élément aussi, c'est de trouver une façon de bouger en étant immobile sur une chaise, en restant assis. Tellement important d'avoir quelque chose à manipuler pendant que j'étudie. Ça peut être une balle, ça peut être un crayon, ça peut être quelque chose que je vais mâchouiller pendant que j'étudie, quelque chose sur lequel je vais gribouiller pour me permettre de bouger tout en restant assis devant mon livre ou devant mon ordinateur pour faire mon travail. Ça va faire partie d'une autre présentation, les différentes astuces et trucs pour se garder concentré. Mais puis peut-être une dernière petite chose pour répondre à la dame, c'est une des bonnes façons de maintenir un état d'éveil, c'est d'avoir quelque chose continuellement à boire ou à grignoter pendant que j'étudie. Une bouteille d'eau.
avec une paille de préférence ou un bec verseur, d'avoir quelque chose qui va venir me stimuler oralement, qui va éveiller tous les capteurs des lèvres, les capteurs de la langue, les capteurs de la bouche au plan sensoriel, qui vont activer mon cerveau, qui vont me garder en état d'éveil pour faire mon travail. D'avoir une collation qui est croquante, céleri, croustille, carotte, quelque chose qui fait des crunchs, là. Ça, c'est parfait pour avoir l'impression d'être continuellement stimulé pour ne pas m'endormir sur la tâche à faire. Donc, c'est que quelques exemples, mais comme disait Camille, on va aller plus en détail dans des présentations à venir. On vous remercie d'avoir assisté à notre première présentation du TDAH sur Zoom. D'habitude, on faisait ça dans les locaux de l'AQETA, mais étant donné la situation, c'était impossible de le faire. Je vous dirais que vous pouvez aller sur notre site Internet pour revoir la vidéo qui va être mise en ligne. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire sur notre adresse là, qui apparaît à l'écran. Et il va y avoir d'autres capsules qui vont être mises éventuellement. On est une jeune équipe de sites web là, qui commence à mettre des choses là, en place. Mais on vous dit un grand merci d'avoir été présent en grand nombre. Et n'hésitez pas à communiquer avec nous ou à nous écrire pour avoir d'autres questions et réponses. Et merci à tout le monde. On pourrait peut-être laisser la parole à Lorraine pour conclure si elle a des informations à donner là, en cette fin de rencontre. Bon. Merci à tout le monde pour votre présence, votre attention. Merci beaucoup à Camille et Didier pour leur belle présentation. Je pense que c'était assez clair et c'était agréable avec Camille. C'était notre premier essai pour comme Zoom, avec Zoom. Alors, on vous invite à, comme il disait tantôt, c'est qu'on va faire comme une continuité en TDAH. Alors, fin septembre, début octobre, on va vous inviter. Il va y avoir une autre conférence sur Zoom encore. Et puis, avec les mêmes invités. Puis, ce sera comme un peu une suite de cette conférence-là. Alors, merci à Didier et à Camille pour leur belle présentation. Et je pense, si je vois qu'est-ce qu'il y a eu comme conversation, ça a été grandement apprécié. Alors, un grand merci. Et je vous souhaite à tout le monde une bonne fin de soirée.